Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel entretien sur Enkel Media. Nous apprécions beaucoup votre présence car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous partager vos commentaires toujours dans le respect. Nos journalistes, nos chroniqueuses et chroniqueurs, nos expertes et experts sont ravis de savoir que vous êtes interpellés par le contenu qui est partagé. Lors du dernier entretien, j'ai eu le plaisir d'échanger avec le ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon. Et d'ailleurs, je vous encourage à visionner nos échanges pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de m'entretenir avec M. le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Monsieur Girard, merci infiniment de vous être rendu disponible pour vous adresser à notre communauté. Merci. À titre de gardien des finances du Québec, vous êtes très bien placé pour constater l'ampleur des dégâts occasionnés par la pandémie sur notre société. Vous êtes aussi en mesure de comprendre à quel point les entrepreneurs et entrepreneurs sont déroutés par cette crise historique. Cela dit, tout n'est pas toujours sombre et on va pouvoir décortiquer. Mais avant d'avancer, j'aimerais vous demander à vous, comment vous allez et comment vous vivez cette crise? Ça a été une période un peu comme tout le monde. Je pense que la pandémie a surpris par sa longueur et ça a été une période extrêmement intense de travail où au début, il y avait énormément d'inconnus en mars, en avril 2020 et plein d'espoir en mai, juin 2020. Et je dirais que d'un point de vue personnel, la discipline, le sport, bien manger, coucher tôt, qui m'a permis de faire face à cette somme de travail additionnelle. Et puis, si on regarde dans l'ensemble, l'économie québécoise, les entreprises québécoises, les citoyens ont été extrêmement résilients. Vraiment, on voit qu'à chaque vague, et là, c'est un peu différent avec la 5e vague parce que le variant Omicron était différent, mais ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque vague, les entreprises et les Québécois s'adaptaient mieux et étaient de plus en plus résilients. Et donc, chaque vague, l'impact économique était moindre. Et vraiment, ça, c'est tout à l'honneur de nos entrepreneurs et des citoyens. Donc ça vous a rassuré à vous parce que, comme vous le dites si bien, sur le plan personnel, vous vivez définitivement vous-même en tant qu'être humain, mais aussi avec les responsabilités que vous avez, les affres que nos citoyennes et citoyens vivent. Justement, je dirais que tout au long de l'entretien, je vais d'ailleurs me faire le plaisir de faire appel à vos talents de vulgarisateur parce que les finances, c'est pas toujours facile à comprendre, mais je vous donne un exemple. On n'imagine pas, et j'ai découvert plein de choses aussi lors de la préparation de cet entretien, on n'imagine pas que votre ministère est un des plus petits avec une petite équipe, le ministère des Finances, mais cependant, il est un des plus importants puisqu'il intervient dans tous les aspects de la vie des Québécoises et des Québécois. Donc, si vous pourriez nous décrire un petit peu ou nous éclairer sur vos implications. Bien, en fait, le ministère des Finances, c'est un ministère qui est transversal. C'est-à-dire pour sursimplifier, on a le nez partout. Comment le gouvernement fonctionne pour avoir des nouveaux programmes, ça prend des crédits additionnels. Et c'est ça, le processus budgétaire du gouvernement vise à revoir le cadre financier sur la base de prévisions économiques. On a des prévisions de revenus et de dépenses. Et là, chaque ministère, chaque ministre, chaque entité du gouvernement doit obtenir des crédits annuels du ministère des Finances pour
son fonctionnement, pour son développement, pour ses initiatives. Alors, on se trouve à avoir le rôle de gardien. Nous évaluons les propositions et en collaboration avec le bureau du premier ministre ou le ministère du Conseil et le ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du premier ministre, le Conseil du Trésor, qui fait l'évaluation des programmes existants, qui est responsable du Plan québécois d'infrastructure. Ces trois organismes-là travaillent ensemble pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du gouvernement. Vous avez vraiment votre nez partout. La pandémie, elle s'étire dans le temps. On ne sait pas ce qui va nous arriver non plus. On vit vraiment dans la précarité. Et c'est quelque chose auquel l'être humain n'est pas habitué. Vous savez, on aime ça quand c'est planifié, même avec les finances, avec les banques. Tout est prévisionnel, tout est planifié, tout est prévisionnel. Mais là, on est vraiment dans la précarité. On sait que la population souffre sur les plans personnels, plans économiques et les plans financiers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dresser le tableau actuel de l'économie du Québec? Bien, en fait, si on regarde 2020, le choc que nous avons vécu, alors il y a une pandémie qui a provoqué une récession mondiale de la plus grande ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour le Québec, moins 5,5 %. Et ça a des impacts sur les finances publiques. Alors, c'est ces trois éléments-là qui sont centraux à mon travail. La pandémie, la récession et l'effet sur les finances publiques. 2021, c'est la récupération de l'économie québécoise. Alors, après cette violente chute de mars et avril 2020, où 40 % de l'économie a été mise sur pause pour des raisons sanitaires, en 2021, la performance du Québec, de nos entreprises, des Québécois, a été exceptionnelle. C'est 6,5 % de croissance après une chute de 5,5 % en 2020. Et c'est une croissance qui est supérieure à l'Ontario, au Canada, aux États-Unis. C'est vraiment une récupération tant du marché du travail que de la production exceptionnelle. Arrive le variant Omicron, décembre, janvier, qui était inattendu tant d'un point de vue épidémiologique qu'économique, ce qui fait qu'on doit réviser à la baisse légèrement. En fait, on estime que l'impact est à peu près de 0,5 % du PIB. On doit réviser un peu à la baisse 2022 en fonction des secteurs qui ont été fermés pour des raisons sanitaires en décembre et en janvier. Mais dans l'ensemble, il faut bien le dire, si vous m'aviez demandé dans le milieu de la tempête, en avril 2020, nous, le ministère des Finances du Québec, nous sommes les premiers à être sortis de dire on pense que le PIB va chuter de 6,5 %, que ça va coûter 15 milliards. On s'est avancé dans nos prévisions. La récupération de l'économie québécoise a été supérieure à mes anticipations. La résilience des individus de nos entreprises a été exceptionnelle. Les programmes d'aide du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, l'aide que les municipalités ont fournie ont vraiment aidé. Et encore une fois, je le souligne, la résilience de nos entrepreneurs, l'adaptation, notre système scolaire, le transfert en ligne, tout ça, je pense qu'on est la province qui a fermé ses écoles le moins longtemps. Vraiment une capacité d'adaptation surprenante. L'adaptabilité, mais c'est aussi, comme vous l'avez si bien dit, l'aide aussi qui a été apportée, la proactivité peut-être de certains programmes, la mise en place ou l'accès à ces programmes. D'ailleurs, j'ai tantôt une question pour vous, puisqu'on parle souvent de beaucoup de programmes que vous permettez à d'autres ministères de mettre en place, puisque c'est quand même le ministère des Finances qui donne ses crédits et ses budgets dépendamment des plans. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce n'est pas toujours simple pour les entrepreneurs, particulièrement les PME, de trouver leur chemin dans tous ces dédales-là. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir adresser rapidement, parce que c'est pas un des bobos qui fait que l'accessibilité n'est pas évidente.
Bien, je dirais que dans l'ensemble, si je peux encore une fois généraliser ce qui a été fait, c'est la subvention salariale qui aidait les entreprises à rémunérer leurs employés, l'aide au loyer et ensuite l'aide aux frais fixes. Et pour les individus, c'était la prestation canadienne d'urgence qui s'est mutée en assurance chômage et prestations canadiennes de relance économique. Alors, dans l'ensemble, je dirais que le système financier, parce que les banques, les coopératives, tout le monde a été impliqué, je pense que la livraison des programmes a quand même été efficace. Est-ce que ça a été parfait? Bien sûr que non. Nous agissions dans l'urgence et c'est des situations exceptionnelles. Mais quand je regarde moins 5,5 de croissance en 2020 et 6,5 de croissance en 2021, récupération complète, chômage, production, c'est vraiment impressionnant. Tout à fait. Il y a un coût à cela, et ça aussi j'y reviendrai, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que oui, il peut y avoir un coût, oui, la dette augmente, mais comment on va la mettre, je dirais, à profit et comment on va rattraper le tout, mais je vous reviens là-dessus. On parle beaucoup de santé mentale, hein, Monsieur le ministre, qui a été mise à rude épreuve pour pratiquement tout le monde, peu importe où on est, ce qu'on fait, mais les entrepreneurs ont vraiment besoin de sentir que l'avenir est positif pour leur entreprise, mais aussi pour leurs employés à court, moyen terme, et non pas à très long terme. Là, on veut voir le court terme et le moyen terme. Que fait actuellement le ministère des Finances pour favoriser leur développement et surtout assurer leur pérennité? Bien, là, je ne pourrais pas vous révéler de secrets budgétaires. Nous sommes en période de consultation budgétaire. Alors, pour le très court terme, je vais rester vague. Je vous avertis, je vais généraliser, mais si on regarde dans l'ensemble, le gouvernement a indiqué que nous voulions fermer l'écart de richesse avec l'Ontario sur une période de 15 ans. Et lorsqu'on regarde l'histoire économique du Québec, le Québec a toujours eu un retard par rapport à l'Ontario. Et fermer cet écart de richesse va demander des efforts, il va falloir être persistant, mais il y a principalement deux axes. C'est-à-dire, il y a la composante travail. Nous avons besoin de plus de travailleurs qui travaillent plus longtemps et la productivité. Nous avons besoin d'entreprises qui produisent plus par unité d'heures travaillées. Alors, le travail fois la productivité, ça va nous donner plus de richesse, plus de production. Alors, ça, c'est les concepts. Là, je vous parle comme un macroéconomiste. Mais ensuite, derrière ces deux idées, se déclinent des séries d'initiatives. Alors, au niveau de l'offre de travail, bien sûr, il y a l'immigration, mais il y a avant tout l'accès aux études supérieures, la persévérance scolaire, la diplomation, l'importance de l'éducation, l'importance de la requalification, parce que les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie, il y a plein d'emplois de disponibles, mais pas nécessairement dans les secteurs où ils ont perdu leur emploi. Donc, faire le pont entre ces bassins de travailleurs et les emplois disponibles. Au niveau des entreprises, c'est tous les aspects, puis on attaque les problèmes avec plusieurs vecteurs. C'est-à-dire qu'on donne de l'aide directe, on donne du conseil, mais on fait aussi du fiscal. On essaie de réduire le taux effectif d'imposition sur les nouveaux investissements. Est-ce que c'est ça les bonnes nouvelles que vous voulez nous annoncer? Non, ça, c'est passé. C'était en décembre 2018 avec l'amortissement accéléré. Mais il y a aussi, au budget de mars 2020, le crédit d'impôt à l'investissement, la déduction pour les innovations. Et on continue à travailler avec nos entreprises pour qu'elles se transforment, elles se numérisent. Et bien sûr, il faut se le dire, le Québec, c'est une petite économie ouverte. Nous sommes 8,6 millions d'habitants.
avec accès à 1,6 milliard de consommateurs, parce que nous avons des accords de libre-échange avec l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est 1,6 milliard. Le Québec est un des grands gagnants de cette ouverture des marchés et il faut aider nos entreprises à capter ces marchés. Très, très important. D'ailleurs, justement, la question que j'ai, c'est que le gouvernement se doit, en fin de compte, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il va y avoir, j'espère, beaucoup plus de consultations parce qu'il se doit de consulter le terrain pour pouvoir comprendre les besoins réels, actuels et probables dans un futur proche, parce qu'on parle quand même en ce moment beaucoup, on est préoccupé par le futur proche qui va avoir des répercussions sur un futur à moyen terme. Mais comment votre ministère aussi va s'impliquer ou informer des démarches que vous mettez en place pour permettre ce genre de, je ne sais pas si je vais les appeler consultations, mais plutôt d'entretien réel, concret tout de suite, pour agir par rapport aux besoins, mais pas par rapport aux prévisions dans le temps. Bien, en fait, le ministère des Finances a une tradition qu'à chaque budget, il y a des consultations pré-budgétaires avec, les gens peuvent déposer des mémoires sur le site web. Les gens, il y a des questions pour le public en général. Nous rencontrons les entreprises, les syndicats, les économistes des grandes institutions financières, les académiciens. Et il y a tout un processus de consultation. Et bien sûr, les entreprises parlent à Investissement Québec, au ministère de l'Économie, sur une base annuelle. Alors, le ministère des Finances a moins de liens directs avec les entreprises. C'est plus le rôle du ministère de l'Économie. Mais dans le cadre des consultations prébudgétaires, nous sommes à l'écoute. Et ce qu'on entend, c'est que les entreprises ont besoin d'aide pour se transformer et qu'elles ont besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre est disponible. On doit aider à faire le pont entre la main-d'œuvre qui est disponible et les compétences qui sont requises par les postes qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, c'est d'accélérer ces compétences-là, ce rehaussement de compétences, cette transformation, mais aussi de recommencer peut-être à travailler plus proche des écoles secondaires, des universitaires, des cégeps, pour préparer cette nouvelle génération. Il faut interpeller notre nouvelle génération et leur donner la place adéquate. Donc, c'est quand même... Oui, mais je suis content que vous parliez du secondaire parce qu'on a un bassin de jeunes, on les appelle les ni en emploi, les ni-nés, ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Et puis, ce bassin de jeunes-là, on doit les approcher individuellement, un par un, pour comprendre où ils ont bloqué dans leur parcours scolaire, comment on peut les réintégrer. C'est vraiment important pour notre société. Je me permettrais, mais ce n'est pas une question, je me permettrais de dire que ce n'est pas tout le monde qui veut passer par un parcours typiquement scolaire, académique, traditionnel, parce qu'il y a des gens qui sont des génies, des jeunes, des génies et à qui on doit laisser libre cours à la créativité parce qu'on voit des geeks un peu partout dans tous les domaines. Et je pense que c'est peut-être ça aussi où nous, on doit s'adapter à laisser s'exprimer ces jeunes-là dans leur façon de faire pour aider la société. En tout cas, c'est mon humble avis. On sait que le milieu du travail évolue énormément. Justement, le secteur des finances, j'en parlais tout à l'heure, doit aussi s'adapter et évoluer. Ma question pour vous, c'est comment va-t-on faire ou comment vous allez-vous interpeller les institutions financières, les organismes, les organisations telles que les banques, telles que Investissement Québec, telles que Evol, institution qui, parce qu'eux soutiennent en ce moment les PME, mais comment vous allez les aider pour qu'ils puissent travailler avec vous, avec le ministère rapproché, pour que vous puissiez permettre une meilleure accessibilité aux capitaux disponibles? Bien, en fait, je dirais que l'accès aux capitaux s'est bien déroulé durant la pandémie. Alors ça, là-dessus, je pense qu'on doit donner le crédit aux institutions financières, aux programmes gouvernementaux. Mais moi, quand vous me parlez des institutions financières, on parle d'institutions privées. Alors, le gouvernement ne peut pas
dire à ces entreprises-là quoi faire. Il y a une saine compétition. On a quand même 6 grandes banques et une grande coopérative. Elles sont en compétition pour des parts de marché, pour la clientèle, pour les dépôts, les prêts. Et ça, c'est sain, cette compétition-là. Le système financier canadien et québécois, il est extrêmement solide, il est bien capitalisé, nos institutions financières ont des liquidités, elles ont du capital, elles sont en compétition sur le marché domestique. Et ce qui va changer, c'est qu'évidemment maintenant, les entreprises financières, ce sont aussi des entreprises de technologie. Parce que les clients veulent avoir accès à des services, que ce soit des entreprises ou des individus, veulent avoir au bout des doigts accès à des services financiers de grande qualité. Alors, ces entreprises-là se transforment en entreprises technologiques et ensuite, on s'en va vers ce qu'on appelle l'open banking, c'est-à-dire que votre profil financier pourrait théoriquement changer d'une institution financière à l'autre beaucoup plus aisément que c'est le cas présentement. Et c'est comme si votre profil financier pourrait vous suivre. Et on sait qu'il y a des barrières à ça actuellement. Puis je fais un parallèle un peu avec le système de santé où un jour, on aura évidemment notre dossier santé avec nous sur notre téléphone, peu importe où on a accédé au système de santé. Je pense que les technologies, l'intelligence artificielle nous réserve encore beaucoup de surprises. Autant il va falloir faire attention parce que c'est très positif, bien sûr, de s'automatiser, se robotiser, etc. Mais il y a quand même, je fais souvent appel à l'éthique et à la gouvernance des choses, donc il va falloir faire attention à tout ça. Monsieur le ministre, on parle beaucoup du taux d'inflation qui est presque à 5% aujourd'hui au Québec, surtout depuis décembre. La forte augmentation depuis des années, depuis 30 ans en fin de compte. Le gouvernement, les entreprises et les citoyens, même le gouvernement d'ailleurs, puisqu'il emprunte, font face à cette hausse de prix phénoménale qu'on voit sur le terrain. Comment, ou du moins je dirais, que proposez-vous aujourd'hui et pour les mois à venir, pour amener cette inflation à un niveau un peu plus stable et plus bas? Je pense qu'avec un 3%, on peut vivre, mais avec 5 à 6%, ça devient très, très compliqué. Bon, alors c'est important, dans notre système financier canadien, la responsabilité pour le contrôle de l'inflation incombe à la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada. Ce n'est donc pas directement le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec qui doivent agir sur l'inflation. Nous, notre rôle, c'est d'aider les citoyens face à un niveau d'inflation donné. Mais pour ce qui est du contrôle de l'inflation, parce que ce qu'on voit, ce qui est prévu présentement, c'est qu'on aura 5 dans les 6 premiers mois de l'année, 3 dans les 6 suivants, donc dans le deuxième semestre. Donc, en moyenne, nous anticipons 4 d'inflation en 2022 au Canada, ce qui est 2 fois plus à ce que nous sommes habitués, c'est-à-dire une moyenne de 2 C'est la Banque du Canada, par des hausses de taux d'intérêt, la hausse du taux directeur, qui peut ralentir l'endettement, ralentir l'économie pour amener l'inflation au niveau de stabilité de 2 Le rôle du gouvernement, c'est d'aider les citoyens à faire face à cette hausse d'inflation qui était non anticipée. C'est-à-dire que nous étions tous habitués à 2 d'inflation. Arrive cette inflation en moyenne de 4 en 2022. Donc, à la dernière mise à jour à l'automne, le 25 novembre, le gouvernement a amené une prestation exceptionnelle pour lutter contre l'inflation pour 3,3 millions de Québécois. Ensuite, on a bonifié le crédit d'impôt pour les aînés en situation financière plus difficile. Et finalement, il y a toutes les mesures d'accès au loyer, notamment on a un programme de subvention pour les logements abordables que ma collègue, la ministre Laforêt, a introduit lors de la dernière mise à jour pour aider. Parce que l'inflation se manifeste pour tous, mais c'est certain que ceux qui ont moins de revenus, le loyer, l'épicerie,
l'essence prenne une part plus importante de leur panier de consommation. Et c'est là où les gens font face à des difficultés. Ils ont des difficultés à se loger, à se nourrir et à aller travailler, se chauffer. Donc, énergie, alimentation, logement, ce sont les composantes qu'on surveille. Et c'est là que le gouvernement fédéral et du Québec ont des rôles. Mais pour ramener l'inflation, ça, c'est la responsabilité de la Banque du Canada. Et c'est aussi la responsabilité, je pense, d'une économie qui se tient bien. La dette du Québec a augmenté de façon importante en 2020-2021 en raison de la baisse, bien sûr, des revenus qui a résulté de la contraction de l'économie provoquée par la pandémie. Les nombreuses aides financières du gouvernement à l'endroit des particuliers et des entreprises ont aussi gonflé la dette. Le 31 mars dernier, la dette nette était d'environ 200 milliards de dollars, soit près de 40% du PIB. Plusieurs sont concernés de la dette du Québec, mais surtout parce que ça va être un lourd legs aux jeunes générations. Pouvez-vous nous démystifier cette dette et comment comptez-vous minimiser l'impact dans le temps pour les générations actuelles, mais aussi les générations futures? Mais en fait, je pense que c'est important de dire que le service de la dette, c'est le troisième poste budgétaire du Québec. Il y a la santé, éducation et enseignement supérieur et le service de dette, près de 9 milliards par année. Et lorsqu'on a 200 milliards de dettes, comme vous l'avez si bien dit, une hausse de 1 % des taux d'intérêt nous coûte 2 milliards annuellement. Donc, c'est très important de garder la dette sous contrôle en fonction de la taille de l'économie. Et c'est ce que nous avons fait au Québec avec un effort. Ça remonte à Lucien Bouchard, la province la plus endettée. Avec Lucien Bouchard, s'est amorcé un travail pour contrôler la dette. Les gouvernements successifs ont poursuivi ce travail et maintenant, la taille de la dette du Québec est sur une pente descendante et c'est bien. Bien sûr, il y a eu du choc, mais justement, c'est parce qu'on avait amorcé cette baisse de la dette qu'on a pu absorber le choc. Alors, c'est très important d'avoir des finances publiques saines pour pouvoir avoir un plan à long terme, pour pouvoir garantir des services en santé et éducation, pour faire face à la lutte au changement climatique, pour pouvoir investir dans nos entreprises, faire face aux intempéries. Un jour, il y aura d'autres récessions. Et un autre élément, c'est qu'on peut faire des investissements en infrastructures, les infrastructures routières, nos écoles, nos hôpitaux, notre transport. Donc, le Québec a fait des efforts exceptionnels. Maintenant, une cote de crédit qui fait l'envie des autres provinces, une cote de crédit AA, et on doit poursuivre ce travail de contrôle de la dette pour les générations futures. Super. Contrôle de la dette, maintien et bien sûr prêt à intervenir si nécessaire parce qu'on doit avoir des finances saines. C'est ce que je retiens. Voilà. Être en position de force, finalement. Être en position, avoir un excellent bilan pour faire face aux intempéries et nos responsabilités. Là, ce sera une question plus bonbon, plus personnelle. J'ai découvert aussi, je sais que vous êtes un grand sportif, cher Monsieur Girard, mais on connaît aussi l'importance que vous accordez à l'activité physique en général, mais particulièrement chez nos jeunes. On sait à quel point vous souhaitez leur donner accès à des plateaux sportifs de qualité, notamment dans les milieux défavorisés. C'est pas tout le monde qui le sait. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous voulez parvenir à cet objectif-là pour atteindre ces jeunes afin qu'ils sortent justement de la ghettoisation, de l'ostracisation et qu'ils puissent aussi avoir leur place dans la société. Bien, d'abord, il y a le sport, mais il y a aussi les arts, il y a aussi la culture générale. C'est vraiment, je pense qu'on peut être très fiers
la mesure dont nous sommes le plus fiers en éducation, c'est d'avoir ajouté 1 heure de plus par jour au secondaire pour des activités parascolaires, pour le sport, pour les arts, pour l'aide aux devoirs. Et ça, c'est un peu, si je peux me permettre, c'est un peu ce que les écoles privées offraient, que toutes nos écoles publiques, certaines l'offraient, mais pas toutes. Et là, en ajoutant 1 heure de plus au secondaire, je pense qu'on démocratise l'accès. Et puis, pour certains, c'est les arts, pour d'autres, c'est la culture, pour d'autres, c'est le sport. Mais moi, ma passion, c'est le sport. Et puis, on a une ministre qui est exceptionnelle. Et bien sûr, on parle beaucoup là, de ce qui se passe à Montréal présentement, la violence armée, puis tout ça. Le sport, c'est une des solutions. Et puis, on travaille avec les organismes communautaires pour aider nos jeunes à vivre leur passion. C'est très bien parce que je sais que vous avez quand même aidé à remettre en forme certains terrains dans des régions très défavorisées pour permettre aux jeunes justement d'avoir un endroit où jouer, où faire du sport adéquatement. Donc, c'est quand même très apprécié. Monsieur le ministre, merci. Merci de votre patience. Merci d'avoir éclairé un petit peu notre communauté d'affaires, ceux qui s'intéressent bien sûr à ce qui se passe au niveau finance, au niveau économique, au niveau entrepreneurial. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres occasions. On vous souhaite un bon budget, un bon printemps. Je sais qu'aujourd'hui il fait froid, mais merci d'avoir été parmi nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.